debout au milieu de l'aéroport international de Dubaï, sans téléphone, sans portefeuille et sans billet de retour, j'ai regardé ma femme depuis 7 ans disparaître dans le salon business class comme si je n'avais jamais existé. Elle venait d'annuler mon vol de retour lors de la pire dispute de notre mariage, me laissant bloqué à 7000 km de chez moi avec rien d'autre que les vêtements que je portais sur le dos. C'est à ce moment-là qu'une femme vêtue d'un tailleur Chanel et portant des boucles d'oreilles en diamant de la taille de raisin s'est approchée de moi et a murmuré 6 mots qui allaient tout changer, faites semblant d'être mon mari. Je m'appelle Marc Ayrault et il y a 48 heures, je pensais avoir tout compris à la vie. J'étais marié à Raphaël Arnaud, fille du magnate de l'immobilier Charles Arnaud, dont la fortune faisait passer mes revenus de consultant en informatique pour de l'argent de poche. Nous étions ensemble depuis 7 ans, mariés depuis 5, et j'avais passé la majeure partie de ce temps à essayer de prouver que je n'étais pas juste un autre type qui s'était marié pour l'argent. Ce voyage à Dubaï était censé célébrer notre anniversaire de mariage. Raphaël avait tout prévu, billets en première classe, l'hôtel Burj Al Arab, des visites privées dans le désert. Elle voulait me montrer le monde que son argent pouvait acheter, et comme un idiot, j'avais accepté, même si je savais que chaque dépense extravagante me ferait me sentir un peu plus petit. La dispute a éclaté lors de notre dernier petit déjeuner. Nous étions assis dans le restaurant sous-marin de l'hôtel, entourés par des murs d'aquarium du sol au plafond, lorsque le téléphone de Raphaël a vibré pour la 15e fois en 10 minutes. « Tu peux ranger ça ?» ai-je demandé, essayant de garder une voix légère. Nous sommes censés célébrer notre anniversaire. Raphaël a jeté un coup d'œil à l'écran et a froncé les sourcils. C'est le travail, Marc. Le contrat de Singapour se boucle aujourd'hui. C'est toujours le travail, ai-je dit, sentant l'agacement gagner ma voix. Nous sommes dans l'une des villes les plus incroyables du monde et tu as passé tout le voyage en conférence téléphonique. Elle a levé les yeux vers moi, et j'ai vu quelque chose passer dans son regard. De l'irritation, peut-être, ou de la déception. Certains d'entre nous ont des responsabilités qui ne s'arrêtent pas juste parce qu'on est en vacances. L'insinuation flottait entre nous comme une troisième personne à table. Elle avait de vraies responsabilités. Moi, je n'avais que ma petite entreprise de conseil. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, ai-je demandé. Raphaël a soupiré et a posé son téléphone. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas se permettre de se déconnecter complètement de la réalité, Marc. L'entreprise de ma famille emploie 3000 personnes. Les décisions que je prends affectent de vraie vie. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je joue à la dinette avec des ordinateurs? Je n'ai pas dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire. La dispute a escaladé à partir de là. Des années de ressentiment remontaient à la surface entre deux bouchées de bénédictes et de mangue fraîche. Elle m'a accusé d'être complexé par sa réussite. Je l'ai accusé de traiter notre mariage comme une autre transaction commerciale. Elle a dit que j'étais ingrat pour tout ce que sa famille avait fait pour nous. J'ai répondu que je n'avais jamais rien demandé à sa famille. Le temps d'arriver à l'aéroport, nous ne nous parlions plus. Raphaël a tout géré à l'enregistrement parce que mon nom ne figurait pas sur le compte d'entreprise de sa famille. Je suis resté planté là comme un bagage pendant qu'elle parlait en anglais rapide aux représentants de la compagnie aérienne, ses mains parfaitement manucurées gesticulant élégamment alors qu'elle organisait nos cartes d'embarquement. « Tiens, dit-elle en me fourrant ma carte d'embarquement dans la main sans me regarder dans les yeux. Porte B7. Le vol part dans 2 heures. J'aurais dû vérifier le billet, j'aurais dû regarder les détails, mais j'étais trop en colère, trop blessé, trop concentré à essayer de conserver le peu de dignité qu'il me restait. Nous avons passé la sécurité séparément. Raphaël avait une sorte de passe prioritaire qui lui permettait de couper la file pendant que je faisais la queue normale avec tout le monde. Le temps que je passe, elle était déjà partie. J'ai trouvé un coin tranquille près de notre porte d'embarquement et j'ai essayé de me calmer. C'était réparable. Tous les mariages traversent des zones de turbulence. Nous rentrerions à Paris, nous discuterions, peut-être verrions-nous un conseiller conjugal. Nous allions arranger ça. C'est là que Raphaël est apparu devant moi, sa valise cabine Louis Vuitton roulant doucement derrière elle. « Je ne peux plus faire ça, dit-elle, la voix froide et plate. Raphaël, allez. On est tous les deux énervés. Rentrons simplement à la maison et... Non, m'interrompit-elle. C'est fini, Marc. J'ai fini de prétendre que ce mariage est quelque chose qu'il n'est pas. J'ai fini de te voir bouder chaque fois que ma famille nous aide. J'ai fini de me sentir coupable d'avoir du succès. Je ne t'ai jamais demandé de te sentir coupable, dis-je en me levant.
Je voulais juste me sentir comme un partenaire égal au lieu d'être un cas social que tu gardes par charité. Raphaël a ri, et c'était le son le plus cruel que j'ai jamais entendu d'elle. Partenaire égal? Marc, sois honnête avec toi-même. Ma famille a payé l'appartement dans le 16e où nous vivons. Mes relations t'ont apporté la moitié de tes clients. Sans moi, tu travaillerais encore dans ce studio miteux en banlieue. Chaque mot était un couteau, précis et délibéré. Je rentre à Paris, a-t-elle continué. Seul. J'ai besoin d'espace pour réfléchir à ce que je veux vraiment. Très bien, dis-je, mon orgueil prenant le pas sur mon bon sens. Bon vol. Elle s'est retournée et s'est dirigée vers le salon business sans un regard en arrière. Je suis resté assis là encore 30 minutes, oscillant entre la colère et le regret. Peut-être devrais-je m'excuser. Peut-être qu'elle le devrait. Peut-être que nous le devrions tous les deux. Quand l'embarquement a été appelé, j'ai attrapé mon bagage à main et j'ai rejoint la file. L'agent à la porte a scanné ma carte d'embarquement, a froncé les sourcils, puis l'a scanné à nouveau. « Je suis désolé, monsieur, dit-elle, son accent rendant ces mots plus désolés qu'ils ne l'étaient probablement. Ce billet a été annulé. » Quoi? Non, c'est impossible. Vérifiez encore. Elle a tapé quelque chose sur son ordinateur, son expression passant de l'excuse au malaise. Le billet a été annulé il y a 15 minutes par le titulaire du compte. Vous n'êtes pas autorisé à voyager sur cette réservation. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Ma femme. Ma femme avait annulé mon billet. Je ne peux pas discuter des détails, monsieur, mais vous ne pouvez pas monter à bord de ce vol. Alors mettez-moi sur un autre vol. Je paierai moi-même. Je crains que tous nos vols pour Paris ne soient complets pour les 3 prochains jours. Et même si nous avions de la disponibilité, un billet international de dernière minute coûterait environ 7 500 €. 7 500 €. J'avais peut-être 300 € sur mon compte courant. Mes cartes de crédit étaient plafonnées à force d'essayer de suivre le train de vie de Raphaël. Tout le reste était sur des comptes joints qu'elle contrôlait. Monsieur, vous devez vous écarter. Vous bloquez la file. Je me suis éloigné de la porte, hébété. Autour de moi, des familles embarquaient. Des hommes d'affaires vérifiaient leur téléphone. Des couples se tenaient la main. Des gens normaux vivant des vies normales. J'ai sorti mon téléphone pour appeler Raphaël, pour la supplier d'arranger ça, de faire quelque chose. C'est là que j'ai réalisé que le téléphone ne se connectait pas à aucun service. Elle avait aussi résilié mon forfait international. Je suis resté là, au milieu de l'aéroport international de Dubaï, regardant le vol de ma femme pour Paris s'éloigner de la porte à travers les baies vitrées. Elle était dans cet avion, quelque part, probablement dans sa cabine de première classe, commandant du champagne, soulagée d'être débarrassée de moi. Si vous trouvez cette histoire captivante, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire ci-dessous sur un moment où vous vous êtes senti complètement impuissant. Votre engagement nous aide à créer plus de contenu comme celui-ci, et je lis chaque commentaire. Cliquez aussi sur j'aime pour que plus de gens découvrent ces histoires. Maintenant, retour à ce qui s'est passé ensuite. Je devais réfléchir. J'ai trouvé un banc tranquille près des boutiques duty free et j'ai essayé d'évaluer ma situation. Pas de téléphone fonctionnel, pas d'argent au-delà des 40 € en liquide dans mon portefeuille, pas de carte de crédit utilisable, aucun moyen de rentrer. Je pourrais appeler le consulat, peut-être, mais que ferait-il? Je n'étais pas en danger. Je n'étais pas victime d'un crime violent. J'étais juste un type dont la femme riche l'avait abandonné. Il pourrait aider éventuellement, mais éventuellement pouvait signifier des jours ou des semaines. Je pourrais appeler mon frère Thomas. Il me virerait de l'argent s'il en avait, mais Thomas était professeur au lycée avec 3 enfants. Il n'avait pas 7 500 € de côté. Mon père était décédé il y a 2 ans. Ma mère vivait avec une petite retraite dans une résidence-service dans le sud. Lui demander de l'argent la tuerait d'inquiétude. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais complètement seul et complètement impuissant. C'est alors que j'ai remarqué la femme. Elle se tenait à environ 6 mètres, faisant semblant de regarder son téléphone, mais je sentais qu'elle m'observait. La quarantaine, habillée richement avec cette sorte d'élégance naturelle qui vient de la vieille fortune. Son sac Hermès coûtait probablement plus cher que ma voiture. Elle a levé les yeux, m'a vu la regarder et s'est approchée avec la démarche assurée de quelqu'un à qui on n'a jamais dit non de toute sa vie. « Vous êtes français » dit-elle. Ce n'était pas une question.
Oui, répondis-je, confus. Comment avez-vous? Les chaussures, dit-elle en désignant mes baskets. Et votre façon de vous asseoir. Les anglo-saxons ne s'affalent pas comme ça. D'accord. Elle s'assit à côté de moi sans demander la permission, posant son sac entre nous. Laissez-moi deviner, problème de couple? J'ai ri amèrement. Comment avez-vous su? J'ai déjà vu ce regard sur mon propre visage, en fait, il y a environ 6 mois. Elle a tendu la main. Victoire de Brissac. Marc Ayrault, dis-je en la serrant. Alors, Marc Ayrault, vous êtes coincé ici ou vous contemplez juste dramatiquement vos choix de vie? Quelque chose dans sa franchise m'a poussé à tout lui raconter. À propos de Raphaël, du billet annulé, du fait d'être bloqué sans téléphone et sans argent. Victoire a écouté sans m'interrompre, l'expression neutre. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, je vais vous faire une offre, et j'ai besoin que vous me fassiez entièrement confiance. Vous pouvez faire ça? Je ne vous connais même pas. Exactement, ce qui veut dire que je n'ai aucune raison de vous mentir. Elle s'est penchée plus près. Dans environ 5 minutes, un homme va franchir ses portes. Il s'appelle Guillaume de Valois, et c'est mon ex-mari. Il me harcèle depuis 6 mois, depuis que j'ai demandé le divorce. L'ordonnance d'éloignement ne s'applique pas à l'international. Je ne comprends pas. Il m'a suivi ici, continua Victoire. Il sait que je suis seul. Il pense pouvoir m'intimider pour que je revienne avec lui. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Mais si je ne suis pas seul, si je suis avec mon nouveau mari, il reculera. Du moins pour l'instant. Vous voulez que je fasse semblant d'être votre mari? Je veux que vous vous teniez à côté de moi et que vous ayez l'air d'être à votre place quand il arrivera. C'est tout. En échange, je vous ramène à la maison. Billet première classe, vol de ce soir, plus 10 000 € en liquide pour le dérangement. Ça semblait fou. Ça ressemblait à une arnaque. Mais j'ai regardé Victoire de Brissac et j'ai vu quelque chose que je reconnaissais, le désespoir masqué par des vêtements coûteux et un maquillage parfait. Pourquoi feriez-vous confiance à un inconnu, ai-je demandé. Parce que les inconnus ne peuvent pas vous trahir. Ils n'ont pas d'attente, pas d'histoire, pas de moyens de pression. Elle a souri tristement. Contrairement au mari. Avant que je puisse répondre, elle a saisi ma main. Il est là. Suivez simplement mon exemple. Un homme est apparu à l'entrée du terminal, grand, aux cheveux argentés, portant un costume qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Il a scanné la foule avec l'intensité d'un prédateur cherchant sa proie. Victoire s'est levée, m'entraînant avec elle. Elle a passé son bras autour de ma taille dans un geste qui semblait naturel, rodé, intime. Chérie, dit-elle assez fort pour que sa voix porte. On va prendre un café avant notre vol? J'ai joué le jeu, passant mon bras autour de ses épaules. Bien sûr, mon cœur. Les yeux de Guillaume se sont braqués sur nous. Il a commencé à marcher vers nous, son expression passant de la détermination à la confusion, puis à une rage à peine contenue. Victoire, dit-il en nous rejoignant, m'ignorant complètement. Il faut qu'on parle. Il n'y a rien à dire, Guillaume, répondit Victoire, la voix plaisante mais ferme. Les avocats s'occupent de tout. C'est qui, lui, exigea Guillaume, me regardant enfin. C'est Marc, dit Victoire. Mon mari. Le visage de Guillaume a viré au rouge. Ton mari? Tu es toujours marié avec moi. En fait, le divorce a été prononcé il y a 3 semaines. Tu le saurais si tu lisais les papiers que ton avocat t'a envoyés. Elle a pressé ma taille. Marc et moi nous sommes mariés à Monaco le week-end dernier, n'est-ce pas, chérie? Tout à fait, dis-je, essayant de paraître naturel. Une cérémonie magnifique, petite, intime, exactement comme Victoire le voulait. Guillaume m'a fixé comme s'il se demandait si la violence valait l'incident international qu'elle provoquerait. Tu mens, dit-il finalement. C'est une sorte de jeu. Crois ce que tu veux, dit Victoire en haussant les épaules. Mais mon chauffeur attend, et notre vol embarque dans 1 heure. Viens, Marc. Elle a commencé à marcher vers la sortie et je l'ai suivie, m'attendant à moitié à ce que Guillaume attrape l'un de nous, mais il est resté là, nous regardant partir avec une expression de pure fureur. Nous n'avons pas parlé jusqu'à ce que nous soyons dehors, où une Mercedes noire avec des plaques diplomatiques nous attendait. Un chauffeur en costume impeccable a ouvert la porte arrière et Victoire s'est glissée à l'intérieur avec grâce.
J'ai hésité juste un instant avant de la suivre. La voiture s'est éloignée du trottoir et Victoire a expiré lentement, la tension quittant ses épaules. Merci, dit-elle doucement. Je sais que c'était étrange, mais vous n'avez pas idée à quel point vous venez de m'aider. Est-il vraiment dangereux, ai-je demandé. Guillaume n'aime pas perdre, répondit Victoire. Et il aime encore moins perdre face à quelqu'un qu'il considère inférieur à lui, c'est-à-dire tout le monde. Elle m'a regardé. Je pensais ce que j'ai dit. Je vous ramène à la maison ce soir. Première classe plus l'argent, mais j'ai besoin d'une dernière faveur. Quel genre de faveur? Restez avec moi jusqu'au départ de mon vol. Guillaume ne tentera rien s'il pense que je suis accompagné, mais s'il me voit à nouveau seul, elle laissa sa phrase en suspens. D'accord, m'entendis-je dire. Je reste. Victoire a souri pour la première fois, et cela a transformé son visage, passant d'élégant à authentique. Votre femme est une idiote, vous savez, de vous abandonner comme ça. Elle dirait probablement qu'elle se libérait. C'est la même chose, dit Victoire. Quand on abandonne quelqu'un qu'on a promis d'aimer, on lui dit qu'il n'a jamais valu la peine d'être gardé. Nous avons passé les 3 heures suivantes dans le salon à faire des mirates, un espace si luxueux qu'il faisait passer la définition du confort de Raphaël pour de la modestie. Victoire m'a acheté des vêtements dans les boutiques de luxe, un nouveau téléphone avec un forfait international déjà activé, et un repas qui coûtait plus cher que ce que je dépensais habituellement en courses pour la semaine. Pourquoi faites-vous tout ça, ai-je demandé alors que nous étions assis dans des alcôves privées surplombant le tarmac. Parce que je le peux, répondit simplement Victoire. Et parce qu'il y a 6 mois, j'étais exactement là où vous êtes maintenant. Seule, impuissante, dépendante de quelqu'un qui utilisait cette dépendance pour me contrôler. Elle a bu une gorgée de son vin. Guillaume m'a fait me sentir petite pendant 15 ans, m'a convaincu que je ne pourrais pas survivre sans lui, que son argent et son nom étaient les seules choses qui me donnaient de la valeur. Qu'est-ce qui a changé? J'ai hérité du domaine de ma grand-mère. 40 millions d'euros sur lesquels Guillaume n'avait aucun droit. Soudain, je n'avais plus besoin de lui. Elle a souri. Il ne m'a toujours pas pardonné ça. Mon nouveau téléphone a vibré. Thomas, mon frère, essayait de me joindre. Je lui avais envoyé un texto plus tôt pour lui dire que j'allais bien, mais maintenant il appelait. Allô, ai-je répondu. Marc, qu'est-ce qui se passe bordel? Raphaël a appelé maman en pleurant, disant que tu l'avais abandonné à Dubaï. J'ai senti la rage bouillir dans ma poitrine. Moi, je l'ai abandonné? Thomas, elle a annulé mon billet et m'a laissé en plan à l'aéroport sans téléphone et sans argent. Silence. Puis, tu es sérieux? Très sérieux. Je rentre seulement parce qu'une inconnue a eu pitié de moi. Mon Dieu, Marc. Je n'ai jamais aimé Raphaël, mais là, c'est un autre niveau de cruauté. Ouais, eh bien, apparemment notre mariage était un autre niveau de mensonge depuis un moment. Tu as besoin de quelque chose? Je peux essayer de rassembler un peu d'argent. C'est géré, dis-je en jetant un coup d'œil à Victoire. Mais merci, Tom. Je t'appelle quand j'atterris. Après avoir raccroché, Victoire a dit, elle est déjà en train de réécrire l'histoire, de se faire passer pour la victime. Comment vous le savez? Parce que c'est ce que font les gens comme Guillaume et Raphaël. Ils ne peuvent pas admettre qu'ils sont les méchants de leur propre histoire, alors ils tordent la réalité jusqu'à ce qu'ils soient ceux qui ont souffert. Victoire posa son verre. Ne la laissez pas s'en tirer comme ça. Qu'est-ce que je suis censé faire? Elle a tout l'argent, tout le pouvoir, tous les avocats. Vous documentez tout, dit Victoire. Chaque texto, chaque email, chaque témoin de ce qu'elle a fait aujourd'hui. Vous racontez votre version de l'histoire avant qu'elle ne puisse enterrer la vérité sous l'influence de sa famille. Elle a sorti son téléphone. En fait, laissez-moi passer un appel. Je connais quelqu'un à Paris qui est spécialisé dans les divorces à gros enjeux. Il s'assurera que vous soyez protégé. 2 heures plus tard, j'étais assis en première classe sur le vol Émirate vers Paris-Charles de Gaulle, une coupe de champagne à la main, et 10 000 € en liquide bien rangés dans le nouveau bagage à main que Victoire m'avait offert. Elle était 3 rangées devant, lisant un livre, me laissant de l'espace, mais se retournant de temps en temps pour s'assurer que j'allais bien. L'hôtesse de l'air est passée avec des serviettes chaudes et des menus qui ressemblaient à des romans reliés en cuir. J'ai pensé à Raphaël, qui atterrissait probablement à Paris en ce moment même, appelant déjà son père pour lui raconter une histoire sur la façon dont je l'avais embarrassé à Dubaï.
Mais alors j'ai repensé aux mots de Victoire. Ne la laissez pas s'en tirer comme ça. J'ai sorti mon nouveau téléphone et j'ai commencé à taper. Chaque détail de ce qui s'était passé, chaque mot cruel que Raphaël avait prononcé, chaque moment de l'abandon. Je n'allais pas la laisser réécrire l'histoire. Pas cette fois. Quand nous avons atterri à Roissy 7 heures plus tard, Victoire et moi avons passé la douane ensemble. Guillaume avait apparemment abandonné sa poursuite, ou du moins l'avait reportée. Alors que nous récupérions nos bagages, Victoire m'a tendu une carte de visite. C'est mon avocat, dit-elle. Dites-lui que je vous envoie. Il prendra votre dossier pro bono, comme une faveur pour moi. Victoire, vous en avez déjà trop fait. J'ai fait exactement ce qu'il fallait, m'interrompit-elle. Et Marc, ne retournez pas dans cet appartement. Allez chez votre frère. Allez à l'hôtel. Allez n'importe où sauf chez Raphaël. Au moment où vous franchirez cette porte, vous lui donnerez la permission de vous traiter comme ça. C'est encore ma femme pour l'instant, dis-je. Mais ça peut changer, dit Victoire. Croyez-moi, c'est la meilleure décision que vous prendrez jamais. Elle m'a serré dans ses bras, une étreinte rapide et formelle, et a disparu dans la foule avec ses bagages et son chauffeur. Je suis resté là dans le hall des arrivées, épuisé, en colère, et étrangement plein d'espoir. Mon téléphone a vibré avec un texto de Raphaël. T'es où? Il faut qu'on parle. J'ai fixé le message un long moment, puis j'ai répondu, parle à mon avocat. Ensuite, j'ai appelé Thomas pour lui demander si je pouvais squatter son canapé quelque temps. Il a dit oui immédiatement, sans poser de questions. Le divorce a pris 8 mois. Raphaël a tout essayé, prétendant que je l'avais abandonné à Dubaï, que j'avais une liaison, que j'avais volé l'entreprise de sa famille. Mais l'avocat de Victoire était impitoyable, et plus important encore, il était préparé. Nous avions des preuves de tout. Le billet annulé, les relevés téléphoniques, les déclarations de l'agent d'escale qui avait vu le nom de Raphaël sur l'annulation. Le règlement n'a pas été énorme, mais il a été équitable. J'ai obtenu la moitié de la valeur de l'appartement parisien, que j'ai immédiatement vendu. J'ai récupéré assez d'argent pour relancer mon activité de conseil sans dépendre des relations de la famille de Raphaël. Plus important encore, j'ai retrouvé mon amour-propre. Raphaël, d'après des amis communs, s'est marié avec un banquier d'affaires 6 mois après la finalisation de notre divorce. Quelqu'un qui évoluait dans les mêmes cercles que sa famille, qui comprenait que l'argent était plus important que l'amour. J'espère qu'ils sont heureux ensemble. Je le pense sincèrement. Quant à moi, j'ai appris que parfois, les pires moments de votre vie ne sont qu'une préparation pour quelque chose de mieux. Parfois, être abandonné dans un aéroport par quelqu'un qui a promis de vous aimer pour toujours est exactement ce dont vous avez besoin pour vous rappeler qui vous étiez avant de commencer à vous faire tout petit pour correspondre aux attentes de quelqu'un d'autre. J'ai rebâti mon entreprise de conseil à partir de zéro, en me concentrant sur des clients qui valorisaient l'expertise plutôt que les connexions. C'est plus modeste qu'avant, mais c'est entièrement à moi. Pas d'argent de famille pour la soutenir. Pas de compte d'entreprise que je n'ai pas gagné moi-même. Et 6 mois après que mon divorce a été prononcé, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. J'ai entendu dire par la bande que vous êtes officiellement libre. Félicitations. Victoire, nous nous sommes retrouvés pour un café la semaine suivante. Pas en tant que sauveur et victime, pas en tant qu'étranger désespéré dans un aéroport, mais comme 2 personnes qui avaient survécu à leur propre version de l'enfer et en étaient ressorties plus fortes. Je ne dis pas que nous sommes tombés amoureux. La vie n'est pas un conte de fées. Mais nous sommes devenus amis. De vrais amis. Le genre qui comprend ce que signifie se reconstruire à partir de rien. Victoire m'a finalement raconté que Guillaume avait cessé de la harceler après l'avoir vue avec moi. Quelque chose dans l'humiliation d'être remplacée l'avait brisé. Quelle que soit l'obsession qu'il nourrissait, elle a obtenu une ordonnance d'éloignement qui a réellement fonctionné. Elle a vendu ses parts dans son entreprise et a déménagé en Bretagne pour prendre un nouveau départ. Aux dernières nouvelles, elle sortait avec un biologiste marin qui étudiait les algues et ne possédait pas un seul costume de créateur. Quant à Raphaël, j'ai entendu par Thomas qu'elle m'avait vu dans un restaurant le mois dernier avec Victoire. Nous rions de quelque chose de stupide, partageant une bouteille de vin, vivant nos vies sans le poids des attentes qui nous écrasaient. Thomas a dit que Raphaël avait l'air en colère. Il a dit qu'elle avait chuchoté quelque chose à son mari qui l'avait fait lui prendre la main pour la rassurer. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Je m'en fiche pas mal, mais j'aime imaginer que c'était quelque chose sur la façon dont j'avais changé, dont j'avais l'air plus heureux,
comment m'abandonner avait été une erreur. Parce que c'était une erreur, pas pour moi, mais pour elle. Elle avait jeté quelqu'un qui l'aurait aimé à travers n'importe quelle épreuve, qui aurait travaillé sans relâche pour faire fonctionner le mariage, qui aurait ravalé sa fierté et sa blessure juste pour la rendre heureuse. Au lieu de cela, elle a eu quelqu'un qui lui correspond sur le papier, mais qui ne connaîtra jamais la vraie personne sous tout ce vernis et ses faux semblants. Et moi, j'ai eu quelque chose de mieux. Je me suis retrouvé debout dans cet aéroport à Dubaï, abandonné et seul, je pensais que ma vie était finie. Je pensais avoir perdu tout ce qui comptait. Mais j'avais tort. Je n'avais pas tout perdu. J'avais juste perdu les choses qui m'empêchaient de devenir celui que j'étais toujours censé être. Le jour où Raphaël a annulé mon billet et m'a laissé en plan n'était pas la fin de mon histoire. C'était le début d'une histoire où j'étais enfin le personnage principal au lieu d'être un second rôle dans le récit de quelqu'un d'autre. Et cet inconnu qui a prétendu être ma femme pour un après-midi. Elle m'a appris la leçon la plus importante que j'ai jamais apprise, parfois, la gentillesse de gens qui ne vous doivent rien signifie plus que la cruauté de gens qui vous ont tout promis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous vous êtes déjà senti abandonné, trahi ou rabaissé par quelqu'un qui était censé vous aimer, sachez qu'il y a une vie après ce moment. Une vie meilleure, plus forte. Votre valeur n'est pas déterminée par qui reste ou qui part. Elle est déterminée par la façon dont vous vous reconstruisez après que tout s'est effondré. Et parfois, la meilleure chose qui puisse vous arriver est d'être laissé pour compte dans un aéroport avec rien d'autre que 40 € et la gentillesse d'une inconnue. Parce que c'est là que vous apprenez de quoi vous êtes vraiment fait.